Bonjour mes abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto. Alors si tu viens de découvrir cette chaîne, pense à t'abonner et d'activer la cloche de toutes les notifications pour ne rater aucune vidéo lors de la nouvelle parution. Alors aujourd'hui on va faire la géométrie des molécules, on va étudier la prédiction. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut prédire en fait la géométrie d'une molécule et sur quelles règles ou lois ou principes que l'on se base pour prédire la géométrie d'une molécule. Voilà, donc géométrie, donc la géométrie des molécules. Voilà, ok. Alors, il y a une théorie qui va me permettre de prédire la géométrie d'une molécule. Et cette théorie, c'est ce qu'on appelle par la théorie Weisper. La théorie qu'on appelle Weisper. C'est la théorie de M. Gillespie. D'accord? Cette théorie, c'est tout autour de l'atome central. Donc, voici l'organisation d'une molécule. D'abord, une molécule, c'est l'ensemble des atomes. Vous avez donc plusieurs atomes. Et la molécule, en fait, dans son organisation, vous avez l'atome central. Donc, un atome, il est au centre, qui va faire les liaisons avec les autres atomes. Ok? Qu'on appelle les atomes périphériques. C'est ça l'organisation d'une molécule. Il y a forcément un atome qui est au centre, qui fait toutes les liaisons avec les autres atomes. D'accord? C'est ce qu'on appelle par les atomes périphériques. Alors, prédire la géométrie d'une molécule, là, on va s'intéresser sur l'atome central et son environnement, c'est-à-dire et ses liaisons. Donc, on va prédire ça en fonction de l'atome central. Donc, A, c'est l'atome central. X, c'est les liaisons liantes de l'atome central. OK. Et E, c'est les liaisons non liantes. D'accord? Donc, on va juste s'intéresser à l'atome central pour prédire la géométrie d'une molécule. Voilà. Cette théorie, c'est tout autour de l'atome central. Mais aussi en fonction du nombre de liaisons liantes, d'accord, et aussi du nombre de liaisons non liantes. Voilà ce que vous devez retenir. 1. La molécule s'organise de la manière suivante. Vous avez un atome central qui fait des liaisons avec tous les autres atomes. D'accord? Maintenant, prédire la géométrie de la molécule, en fait, de cette molécule, c'est justement regarder l'atome central et compter le nombre de liaisons liantes et des liaisons non liantes. D'accord? Alors, si vous trouvez ces liaisons liantes et non liantes, là, vous pouvez prédire la géométrie d'une molécule. Alors, comment? Mais lorsque vous faites la somme de n plus n, vous trouvez d'accord? La géométrie de ça, c'est une ligne, c'est linéaire. C'est-à-dire que la molécule dans l'espace, c'est juste une droite. D'accord? C'est tout simple. Et lorsque vous faites la somme de n plus n, ok, donc vous trouvez le nombre de liaisons liantes et le nombre de liaisons non liantes, vous trouvez que c'est 3, là, c'est juste un trigonal plan, c'est juste un triangle en fait dans l'espace. Ok? Donc, il est trigonal plan. Trigonal plan. D'accord? On parle aussi de triangle équilatéral. D'accord? Donc, c'est en forme de triangle équilatéral. Donc, l'astuce, c'est quoi? C'est que ici, vous avez l'atome central. Il fait des liaisons comme ça. Vous voyez? Avec les atomes périphériques. D'accord? Et donc, si vous joignez les coins de chaque atome, ok, dans l'espace, ça vous donne un triangle équilatéral. On parle de trigonal plan, donc c'est un triangle qui est dans le plan. D'accord? Et dans le cas de linéaire, en fait, vous avez l'atome central, il fait des liaisons avec les atomes périphériques, deux comme ça. D'accord? Et là, vous avez l'impression, par l'impression, vous voyez bien que c'est une droite dans l'espace. D'accord? Donc quand vous faites la somme de n plus n, vous trouvez 4, on parle de tétraèdre. Tétraèdre. D'accord? Alors l'astuce c'est quoi? Mais c'est ça. Tétraèdre, c'est ça. Voilà, tétraèdre. Et quand vous joignez les points, en fait,
Pardon, voilà, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, voilà. Vous avez l'impression, voilà, que ça vous donne un tétraèdre. Voilà. Donc la somme de n plus n donne 4, c'est-à-dire la somme des nombres de liaisons liantes et nombres de liaisons non liantes vous donne 4, c'est un tétraèdre, il n'y a pas à réfléchir. Donc lorsque m plus n vous donne 5, on part de bipyramide. Bipyramide, ok, à base triangulaire. D'accord? Bipyramide à base triangulaire. Et lorsque n plus n vous donne 6, on parle de bipyramide à base carrée ou bien un octaèdre. Un octaèdre. Voilà. Et il n'y en a que ça. Il n'y a pas plus de n plus n qui va donner 7. Donc ça s'arrête à 6. Et tout ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle par la géométrie de base. Géométrie de base. Ce sont les géométries de base, d'accord, ou figures de repulsion. Ou figures de repulsion. Ok? Donc, lorsque vous faites la somme de n plus n, donc la somme de nombre de liaisons liantes et nombre de liaisons non liantes, vous trouvez la géométrie de base. Mais attention, ça c'est différent à la géométrie réelle. Géométrie réelle. Alors la géométrie réelle, on ne prend pas en compte les liaisons non liantes. Donc pour donner la géométrie réelle, on ne prend pas en compte les liaisons non liantes. On prend juste en compte les liaisons liantes. Mais ça, je parlerai de ça dans un autre tuto. Ok. Donc si le sujet t'intéresse, écris en commentaire, je parlerai sur la géométrie réelle. Mais lorsque vous faites la somme de n plus n, vous prenez en compte les liaisons non liantes. Vous faites avec les liaisons liantes, vous faites la somme, vous trouvez la géométrie de base. Donc tout ce que je viens de citer à peine en fonction de la somme de n plus n, c'est la géométrie de base. Ça n'a rien à voir avec la géométrie réelle. Pour avoir la géométrie réelle, attention, on ne prend pas en compte la valeur de n. D'accord? On va rentrer plus en détail après parce que il faut rester là pour ne pas que la vidéo puisse vraiment prendre du temps. D'accord? On va synthétiser au fur et à mesure. Donc, nous, on veut prédire la géométrie d'une molécule. Pour prédire la géométrie d'une molécule, hein, donc rebelote, donc je reviens en arrière, il faut s'intéresser à l'atome central. D'abord, il faut que je vous montre l'organisation d'une molécule. Une molécule, d'abord, c'est l'ensemble des atomes. Et parmi ces plusieurs atomes, il y a juste un atome qui reste au centre. C'est ce qu'on appelle par l'atome central. Et qui va faire des liaisons avec les autres atomes. D'accord? Des liaisons liantes. D'accord? Maintenant, prédire la géométrie de cette molécule, il faut juste s'intéresser à l'atome central. Et son environnement. Et ses différents types de liaisons. C'est tout. Et vous comptez les nombres de liaisons liantes et le nombre de liaisons non liantes, ben, la somme de ça vous permettra de connaître la géométrie de base. Lorsque la somme des liaisons liantes et non liantes de l'atome central, attention, le A c'est pour l'atome central, ok, égale à 2, on dit que la molécule a une forme linéaire dans l'espace. D'accord? Lorsque ça donne 3, on parle de triangle équilatéral, hein, ou bien trigonal plan, c'est la même chose. Lorsque ça donne 4, on parle de tétraèdre. Lorsque ça donne 5, on parle de bipyramide à base triangulaire. Lorsque ça donne 6, en fait, on parle de octaèdre. D'accord? Alors, quand vous avez une molécule, par exemple, je prends le cas de le CO2. Quand vous avez une molécule, on est d'accord que les liaisons ne sont pas connues, ce n'est pas visible. D'accord? Donc il faut ressortir ces liaisons liantes et non liantes avant de prédire la géométrie d'une molécule. Donc quand je prends le cas de CO2, vous voyez qu'on ne sait pas qui est lié avec qui et combien de fois et quelles sont des liaisons liantes et quelles sont les liaisons non liantes. Là, c'est l'exemple qui nous montre qu'il n'y a pas de liaison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre déjà l'atome central c'est qui, on ne peut pas aussi connaître le nombre de liaisons. Donc la première des choses à faire, c'est d'abord faire l'inventaire, c'est d'abord chercher des différents types de liaisons, sans lesquelles on ne peut pas prédire la géométrie d'une molécule.
Parce que cette géométrie-là se base en fonction de l'atome central et ses liaisons liantes ou non. C'est pourquoi, avant de prédire la géométrie des molécules, on passe toujours et obligatoire par la structure de Lewis. Donc, on va voir la structure de Lewis. Alors, pourquoi voir la structure de Lewis? Attention. Pourquoi voir la structure de Lewis? Mais parce que c'est cette structure qui va nous permettre de faire l'inventaire. L'inventaire de type de liaison. De type de liaison. Voilà. Alors, quand je parle de type de liaison, ben, je vois deux. Il y a liaison, d'accord, qu'on appelle liante. Et il y a les liaisons qu'on appelle non liantes. Voilà. Ou parfois, puisque liaison c'est égal à doublé, on parle parfois de doublé. Doublé liant, doublé non liant. D'accord? Donc c'est la structure de Lewis, pardon, qui va nous permettre de faire l'inventaire des types de liaisons. Et lorsqu'on fera l'inventaire des types de liaisons dans une molécule, d'accord, et on peut revenir sur la formule de M. Gillespie pour prédire facilement la géométrie des molécules. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, pourquoi on parle de M. Gillespie et de M. Lewis? Parce que M. Lewis, attention, il est le premier à expliquer la formation des molécules. D'accord? Alors, regardez. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'atome est instable? Suivez. Lorsque un atome est instable, ben, il cherche la stabilité, mais il passe par deux voies. La première voie, soit il va se transformer en ion, c'est-à-dire qu'il va perdre ou gagner des électrons pour se transformer en ion. Et ça, c'est la loi de stabilité qu'on appelle la loi d'Octet. La loi d'Octet. La loi d'Octet, c'est la loi de stabilisation. Donc on va remarquer, on va voir, pardon, que les atomes dans la nature, ok, vont commencer à perdre ou gagner des électrons pour se transformer en des ions. C'est la loi de stabilité. Cette loi veut dire quoi? Que l'électron pour être stable, non, pardon, l'atome pour être stable doit avoir au niveau de sa couche externe 8 électrons. C'est pourquoi on parle de octet. D'accord? Là, on parle de la loi de octet. Donc voici la première voie. Ils vont gagner ou vont perdre des électrons pour chercher à avoir 8 électrons au niveau de sa couche externe. Ça, c'est la première voie. C'est la loi d'Octet, la loi de stabilité. Alors, deuxième voie, c'est que l'atome peut s'associer avec un autre atome. D'accord? Pour former une molécule. Donc, la formation des molécules, en fait, c'est aussi en partie l'instabilité des atomes. D'accord? Donc, l'atome étant stable, il va soit perdre des électrons ou gagner, ou soit s'associer à d'autres atomes, donc mettre en commun les électrons. Regardez, on a un atome, ok? Il va mettre en commun les électrons, ok? Pour se transformer en quoi? En une molécule AB. D'accord? Et la mise en commun des électrons est appelée quoi? Est appelée une liaison covalente. Donc, c'est une liaison covalente. Covalente. D'accord? La mise en commun de deux électrons apportés par deux atomes conduit à une liaison covalente. Voilà. Donc, les atomes étant instables, ils peuvent perdre ou gagner les électrons, ou soit ils peuvent s'associer avec d'autres atomes pour former des molécules. Et la formation des molécules, mes amis, ça se passe via la liaison covalente. Donc les atomes dans une molécule, attention, sont unis par des liaisons. C'est comme l'exemple de CO2 au départ. On sait que ces trois atomes qui sont là, mais ces atomes-là sont unis par des liaisons. D'accord? Ces atomes sont unis par des liaisons. Et donc, il faut faire l'inventaire de ces liaisons-là, parce qu'on en a besoin. Pour faire quoi? Pour prédire la géométrie des molécules. C'est pourquoi on doit passer par la structure de Lewis, parce que c'est Lewis qui a expliqué la formation des molécules qui passe par la formation des liaisons.
Et on en a besoin, ces liaisons-là, qui peuvent être liantes, qui peuvent être non liantes, pour prédire la géométrie d'une molécule. C'est pourquoi la structure de Lewis, qui permet de faire l'inventaire des différents types de liaisons, est essentielle pour prédire la géométrie d'une molécule. Donc la première des liaisons qui se forment entre les atomes est appelée sigma. Obligatoire, parce que c'est la première des liaisons qui s'est formée entre les atomes, par la mise en commun des électrons. Maintenant, les atomes peuvent aussi encore mettre en commun, s'il y a des électrons, ils peuvent encore mettre en commun, ils sont unis une fois, mais s'ils ont des électrons libres, ils peuvent encore mettre ces électrons en commun pour conduire à une deuxième liaison. D'accord? Et cette liaison est appelée pi. Voilà. Et ils peuvent encore mettre en commun les électrons, ça sera toujours pi, 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 pi. Voilà. Donc la première liaison qui se forme entre les atomes est forcément appelée sigma. C'est une liaison covalente, d'accord? Et la deuxième entre les mêmes atomes, attention, entre les mêmes atomes, cette fois-ci est appelée pi. Et la troisième, ainsi de suite, pi, pi, jusqu'à la fin. Voilà les deux voies de stabilisation d'un atome. Et c'est la partie là qui nous intéresse. Ok? On y reviendra sur la loi d'Octet parce qu'il y a beaucoup d'exercices aussi qui viennent dans ce sens-là, d'accord? Où on vous demande est-ce que ça respecte la loi d'Octet. On y reviendra. Si le sujet t'intéresse, toujours mettez en commentaire, d'accord? Ça me fera plaisir de faire ça. D'accord? Donc la formation d'une molécule passe par la formation de liaisons, des liaisons comment? Covalentes. Donc les atomes vont mettre en commun les électrons. Alors j'ai une très bonne question. Est-ce que les électrons que les atomes vont mettre en commun sont les électrons cœur ou les électrons externes? Ben, c'est forcément les électrons externes, d'accord? Ce n'est pas les électrons cœur. Les électrons cœur sont plus rapprochés du noyau. Et c'est les électrons externes qui sont à l'extérieur de l'atome, d'accord? Qui va permettre à l'atome de s'unir avec l'autre atome. Donc les électrons là, ce sont les électrons externes. Donc c'est important de préciser, c'est les électrons valents ou de valence. D'accord? Alors, suivez. On va prendre l'exemple d'une molécule, en fait, qu'on va essayer de donner la structure de Lewis. Alors, prenons le cas de AlCl3. Alors, on a l'aluminium, on a le chlore. Suivez très bien. Alors, la première des choses, c'est quoi? C'est connaître les électrons de valence. Parce que les atomes, donc chaque atome va apporter ses électrons de valence pour s'unir avec les autres et former les électrons, et les liaisons, pardon. C'est ça que vous devez comprendre ce principe. Que les électrons vont apporter, les atomes, pardon, vont apporter les électrons de valence pour s'unir entre voilà. C'est-à-dire que les atomes, en fait, pardon, vont apporter les électrons de valence pour former les liaisons. Donc la première des choses, c'est chercher le nombre des électrons de valence pour l'aluminium et chercher le nombre des électrons pour le chlore. Alors l'aluminium, Z égale à 13, donc j'ai NS carré, j'ai 2S carré, j'ai 2P6, d'accord? Ça me fait déjà 10, j'ai 3S carré et j'ai 3P1. Et donc ça me fait combien? Ben, ça me fait 3 électrons à la couche externe. Alors le chlore, c'est 17. J'ai NS carré, j'ai 2S carré, j'ai 2P6, ça me fait 10, 3S carré, ça me fait 12, 3P 12, 5, ça me fait combien? Ça me fait 17. Donc j'ai combien? J'ai 7 électrons. D'accord? Un autre chlore, parce qu'il y en a 3. 17, d'accord? Donc là c'est la même chose, hein? C'est 7 électrons, d'accord? Là c'est la même chose, c'est 7 électrons. Alors suivez, le total des électrons c'est combien? 7 plus 7 ça fait 14. 14, donc ça fait 10, d'accord? Ok, là ça fait 10, donc 7 plus ça fait 10. 10 plus 14, 10 plus 14 ça fait 24. Ça fait 24 électrons. Donc le total des électrons de tous ces atomes-là, d'accord, les électrons externes, ben, il y en a 24.
ce sont ces 24 électrons qui vont former des liaisons. D'accord? Former des liaisons pour conduire à la formation de la molécule de AlCl3. Alors, la deuxième étape, c'est quoi? C'est chercher l'atome central. Alors, l'atome central, c'est le moins représenté. C'est-à-dire que c'est l'atome qui est unique, le moins représenté. Bon, le moins représenté ne veut pas forcément dire unique, hein, d'accord? Mais qui est moins représenté. Ici, le chlore est représenté 3 fois. Et l'aluminium, en fait, est représenté 1 fois. Donc, l'atome le moins représenté, c'est l'atome d'aluminium. Et ça, c'est l'atome central. Alors, il y a plusieurs critères, il n'y a pas seulement le moins représenté, d'accord? Il y a beaucoup de critères, on parle de plus électropositif, on parle de celui qui a plus des électrons célibataires au niveau de la couche externe. Donc, il y a plusieurs critères qu'on va voir avec le temps. Mais ici, on va juste garder d'abord l'idée le moins représenté. Donc, le moins représenté, c'est l'aluminium. Alors, on a l'aluminium au centre. Alors, suivez. On avait dit que l'atome central, c'est lui qui va faire les liaisons avec les autres atomes. Donc, tous les autres atomes qui vont rester, c'est lui qui va faire les liaisons avec. Donc, il est au centre, il va faire donc 3 liaisons avec un chlore là, un chlore là, un chlore là. Alors, je viens d'utiliser combien des électrons? Sachant qu'une liaison est équivaut à 2 électrons, vous voyez que c'est la mise en commun de 2 électrons, d'accord? Et ça conduit à une liaison covalente. Donc une liaison, c'est 2 électrons. Donc ça fera donc 4, là ça fera donc 6. Donc je reviens dans mon total, suivez très bien. Donc j'ai 24 moins 6. Et ça me donne combien? Ça me donne 18. J'ai 18 électrons qui vont rester. Alors, les 18 électrons qui restent après la formation de liaison, attention, ces 18 électrons, tu dois les remplir d'abord sur les atomes périphériques en respectant la loi de Octet. Alors attention, la loi de Octet revient, pourquoi? Parce que c'est une loi de stabilité. Parce que dans la nature, les espèces ne peuvent exister que si elles sont stables. Ou les atomes ne peuvent exister que s'ils sont stables. Alors que veut dire cette loi d'Octet? C'est que l'atome doit être entouré par 8 électrons, donc soit 4 doublés. D'accord? C'est pourquoi ici, les électrons qui vont rester, donc après formation, suivez bien les étapes de la formation de la structure de Lewis. Après que tu formes les liaisons entre les atomes périphériques, avec l'atome central, les électrons qui vont rester, tu vas ajouter ça en respectant la loi de Octet d'abord sur les atomes périphériques. Alors si ça reste, tu ajoutes sur l'atome central. Donc, voilà, ça fait donc 1, 2, 3, 4. Voilà, il devient stable. Je viens d'ajouter que 3 doublés. D'accord? D'accord. Donc là, ça fait 6. Ça fait 6, ça fait 12. Plus 6, ça fait 18. D'accord? Alors, donc je reviens. 18 moins 18. Ben, je viens d'épuiser tous ces électrons-là. Ok. L'étape qui vient après, ben, il faut calculer les nombres de charges. Oui, parce que lors de formation des liaisons, il peut arriver que le nombre des électrons apportés par un atome puisse changer. C'est-à-dire qu'il peut soit gagner, soit perdre lors de la formation des liaisons. Alors qu'il a apporté 7, à la fin, il peut se retrouver au voisinage de lui qu'avec 5 électrons. Donc ça, c'est la charge formelle. Il faut toutefois, à la fin, calculer ou contrôler ça. Alors, je reviens sur l'aluminium. Il a combien des électrons? Il a apporté 3. À la fin, il reste combien? Tu comptes 1, 2, 3. Eh bien, il n'a pas perdu, il n'a pas gagné, il n'y a pas de charge. Le chlore, il a apporté 7. À la fin, il a combien? 1. Puisque là, c'est l'électron en fait, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'a pas gagné, il n'a pas perdu, il n'y a pas de charge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'a pas gagné, il n'a pas perdu, il n'y a pas de charge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'a pas gagné, il n'a pas perdu, il n'y a plus de charge. Alors, voici la structure de Lewis. Voilà la structure de Lewis. Alors, à partir de la structure de Lewis, ben, vous pouvez donner la géométrie de base. Vous pouvez prédire la géométrie de cette molécule. Alors, que dit la formule? La formule me dit que je ne regarde que l'atome central et je regarde le nombre de liaisons liantes de l'atome central et les nombres de liaisons non liantes de l'atome central. Donc, c'est facile pour moi. Je sais que l'atome central, c'est l'aluminium. D'accord? Le nombre de liaisons liantes, M. Donc, X ici, c'est combien? 1, 2, 3. C'est des liaisons qui lient l'atome avec quelque chose. D'accord?
avec d'autres atomes, c'est pourquoi on parle de liantes, donc il y en a 3. Et combien de liaisons liantes, non liantes sur l'atome central, il n'y en a pas. Les atomes, les liaisons non liantes, c'est sur les atomes de chlore, c'est pas l'atome central, d'accord? Sur lui, il n'y a rien. Donc E égale à combien? Égale à 0. Alors, c'est quelle géométrie? Quand je fais la somme de n plus n, je trouve 3. Et la géométrie, c'est quoi? C'est trigonal plan. Voilà, c'est tout. C'est tout simple, ça est là. Lorsque la somme de n plus n me donne 3, je sais que c'est trigonal plan. Voilà, c'est tout. Ok? C'est tout simple. Ok? Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, la méthode là que je viens de vous donner, c'est une nouvelle méthode, hein, c'est connu, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est connu. Donc, c'est quoi? C'est une méthode qui est très rapide. Je vous ai montré que la formation des molécules, ça se passe à travers des liaisons. Donc, quand vous avez une molécule devant vous, les atomes sont unis par des liaisons. Maintenant, comment est-ce que se forment les liaisons? C'est chaque atome qui apporte ses électrons à la couche externe. C'est ça que je vous ai montré. Chacun apporte ses électrons à la couche externe. Et ces électrons vont s'unir avec les électrons des autres pour former des liaisons. Donc je fais le total. Voilà. La deuxième étape, c'est trouver l'atome central. C'est l'atome qui est le moins représenté. D'accord? Dans notre cas ici, c'est l'aluminium. Après, l'aluminium doit faire les liaisons avec tous les autres atomes. Et puisqu'il est central, d'accord? Il doit faire les liaisons avec tous les autres atomes. Et quand vous faites les liaisons avec les autres atomes qui vont rester, vous avez utilisé les électrons. Vous revenez sur le total, vous faites une soustraction. Et les électrons qui vont rester, vous ajoutez ça sur les atomes périphériques, d'accord, en respectant la loi d'Octet. On n'ajoute pas juste comme ça, hein, ou 2 ici, 3 ici, 4 ici. Non, on respecte la loi d'Octet. 8, 8, 8, 8, 8. Donc chaque atome doit être entouré par 8 électrons, soit 4 doublés. Quand ce fait, vous revenez, vous recalculez. S'il y a un reste, vous mettez sur l'atome central. S'il n'y en a plus, mais tant mieux. Après, l'étape suivante, c'est calculer les charges formelles. S'il a gagné ou s'il a perdu lors de la formation. D'accord?